Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier samedi au lancement des travaux de la seconde phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise entre Treichville et Marcory, un ouvrage d'envergure qui à terme va réduire considérablement les embouteillages dans la capitale économique pour le grand bonheur des automobilistes. Les forces armées françaises, en liaison avec les forces armées ivoiriennes, ont exécuté un exercice aéroporté baptisé Michel à Yamoussoukro, un exercice qui a consisté en un largage de plusieurs unités de parachutistes françaises et ivoiriennes. Et dans cette édition, on retrouvera Abou Sanogo à Yamoussoukro. C'est une nouvelle attaque contre des civils qui a eu lieu vendredi 3 décembre dans le centre du Mali. Et des hommes armés, des djihadistes présumés ont mitraillé un bus et tiré sur les passagers. L'attaque est survenue près de la localité de Bandiagara dans la région de Mopti dans le centre du pays. Au moins 30 civils ont été tués. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, pleinement engagé dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La Côte d'Ivoire en souffre. En témoignent les destitutions, limogeages en cascade auxquels on assiste ces derniers temps. Pourquoi la corruption a-t-elle autant d'ampleur dans notre pays et quels ingrédients pour la freiner? En attendant la journée internationale de lutte contre la corruption prévue le 9 décembre prochain, nous allons poser ces questions à Amadou Koné, le directeur de cabinet du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance. Il a accepté notre invitation dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, M. Koné. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Je suis ravi d'être ici. Notre entretien, c'est dans 30 minutes exactement. Très bien. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voici une autre bonne nouvelle pour les automobilistes d'Abidjan. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, situé entre les communes de Treichville et Marcory, va connaître une phase supplémentaire, ce qui va clairement encore plus améliorer la circulation dans cette zone d'Abidjan Sud. Hier, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de cette dernière phase. Cheikh Koné, Aboubakar. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, situé au célèbre carrefour Solibra, va entrer dans la seconde phase de son architecture. Doté déjà de 2 branches, la nouvelle phase va lui consacrer une 3e branche, longue de 760 mètres. Cette 3e branche surplombera les 2 qui sont là, passera plus haut, à 17 mètres. C'est-à-dire, si on peut comparer, ça aura la hauteur d'un immeuble de 5 étages environ. La réalisation de ces travaux va engendrer quelques perturbations de trafic. Ces perturbations seront assorties d'un plan de circulation, a rassuré le ministre Amédée Kouakou. Les travaux sont prévus prendre fin en août 2023. Comme la première phase inaugurée le 16 décembre 2019, la seconde phase des travaux de l'échangeur va coûter 25 milliards de francs CFA. Un autre don de l'État japonais qui porte le financement global de l'ouvrage à 50 milliards de francs CFA. Ces travaux ont pour objectif d'atténuer les embouteillages sur ce tronçon très stratégique pour l'économie ivoirienne, tout en renforçant le rôle d'Abidjan en tant que hub de l'Afrique de l'Ouest pour un Abidjan plus dynamique. Un dynamisme qui ne saurait être durable sans le renforcement de la mobilité à Abidjan, une métropole de plus de 6 millions d'habitants, a déclaré le chef du gouvernement. Ainsi, en améliorant ne serait-ce que 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnerons pour l'ensemble des Ivoiriens. Depuis une décennie, les différents gouvernements ont toujours cherché à agir pour construire une mobilité fluide et durable. Patrick Achi s'est ensuite félicité de la vitalité des relations ivoiro-japonaises marquées par plusieurs accords et projets de développement. Que l'appui du gouvernement japonais à notre pays, en plus de l'annulation de notre dette à hauteur de 110 milliards de francs CFA en 2013, concerne bien le renforcement des infrastructures économiques, le développement de l'industrie, la promotion de l'agriculture, l'amélioration de la gouvernance, ainsi que les secteurs de la santé et des médias. Encore merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Comment ne pas célébrer ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon,
et remercier sincèrement, au nom du peuple ivoirien, cet immense pays par son histoire, sa culture, sa technologie, de son extraordinaire et si généreux engagement à nos côtés pour accélérer nos efforts, nos progrès et notre modernité. 3 échangeurs du même type financés par le Japon sont prévus dans la commune de Cocody, le long du boulevard Mitterrand, respectivement au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie. Je vous le disais en titre, pendant 2 jours, les armées françaises et ivoiriennes ont mené un exercice aéroporté aux abords de Yamoussoukro. C'est l'exercice Michel. Une compagnie de parachutistes français y a été larguée après avoir été embarquée quelques heures plus tôt en France. En compagnie des forces armées ivoiriennes, ils avaient pour mission de mettre en œuvre les procédures de déploiement par air. On va suivre les précisions d'Abou Sanogo, notre spécialiste des questions militaires. Vous entendrez des tirs, mais rassurez-vous, ce n'est qu'un exercice. Un groupe de terroristes s'est installé dans cette zone dans la périphérie de Yamoussoukro, affichant même son emblème. Mercredi 1er décembre, il est 12 heures. Alerté de la situation, un dispositif franco-ivoirien est mis en place. Une compagnie parachutiste de forces armées françaises, au terme d'un vol sans escale depuis la France, largue 80 parachutistes avec leurs équipements complets au-dessus d'une zone de mise à terre en 4 passages. Dans leur fuite, les terroristes vont se réfugier dans ce grand bâtiment et ils seront très vite débusqués par les forces franco-ivoiriennes. L'objectif est clair, récupérer la zone dans son entièreté. Jeudi 2 décembre, base aérienne d'Abidjan, 7h30. Les renforts se préparent. L'ensemble de parachutage du combattant est inspecté. Ces renforts français et ivoiriens seront projetés depuis Abidjan sur la même zone de mise à terre. Ils vont renforcer les dispositifs déjà en place et créer un poste de commandement tactique conjoint franco-ivoirien. Et pour ce faire, ils bénéficient du soutien du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, qui va embarquer à bord de l'avion de transport tactique. Dans la soute, chacun a pris connaissance de la vitesse des vents aux différentes altitudes. À 10 minutes du saut, on inspectait une dernière fois chaque homme et chaque équipement. À 3 minutes, il se rapproche de l'ouverture en une colonne, puis bras écartés, il se laisse chuter. Au sol, les militaires déployés vont protéger la zone et continuer le combat. Tout ceci est un exercice aéroporté baptisé Michel, dont la finalité est de partager les savoir-faire et de développer l'interopérabilité entre les différentes unités aéroportées des 2 pays. Nous travaillons pour nous, les forces françaises en Côte d'Ivoire, systématiquement en liaison avec notre partenaire ivoirien. Les parachutistes ivoiriens engagés ont pu échanger sur leur mode d'action et de montrer ainsi leur capacité à interagir. Il s'agit de driller nos procédures en cas d'un éventuel engagement conjoint. Nous mettons un point d'honneur à ce que nos hommes soient bien entraînés, maîtrisent les savoir-faire qui leur sont exigés pour leur emploi. La Côte d'Ivoire a été choisie pour cet exercice en raison des relations de confiance entre les forces françaises en Côte d'Ivoire et les forces armées de Côte d'Ivoire, qui ont développé des compétences communes et coopèrent étroitement ensemble dans le cadre des liens qui unissent les 2 pays. En France, en Côte d'Ivoire, avec le reste de la planète, nous sommes tous des soldats et on a un ennemi commun à abattre, le coronavirus, l'ennemi public numéro 1. Hier samedi, le coronavirus a encore touché 23 personnes en Côte d'Ivoire, ce qui porte à ce jour à 61 817 le nombre de malades enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie. Souvenez-vous, c'était en mars 2020. Depuis cette date, le monstre Covid a emporté 705 vies et 262 patients se battent actuellement contre la maladie. Les gestes barrières, vous les connaissez, je vous les rappelle quand même. Ce sont la distanciation, 1 mètre entre vous et les autres, le lavage des mains régulier au savon, le port du masque de protection et puis bien sûr on a le vaccin qui est très important.
Protégeons-nous du coronavirus, mais pas que. Protégeons-nous aussi des autres maladies, notamment celles du cœur. L'ONG Heart Fund veut en tout cas faciliter l'accès aux soins pour tous. L'organisation non gouvernementale vient de lancer une campagne de prévention des maladies cardiovasculaires en milieu rural. Les médecins qui se rapprochent des populations pour dépistage et soins. Le reportage de Michel Mambo. The Heart Mobile, une clinique mobile équipée d'imagerie médicale et opérée par des cardiologues. Sur une période de 5 ans, elle va sillonner villes et villages de la Côte d'Ivoire avec pour cible les populations rurales. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde, sont responsables en Côte d'Ivoire de plus de 40% des décès liés aux maladies non transmissibles. L'ONG internationale The Heart Fund lance cette campagne de prévention et de dépistage pour prévenir les risques. Les cibles sont en effet les communautés agricoles, donc là où on a la culture du coton, la culture du café. C'est un écosystème, vraiment une approche globale qui gravite autour d'une clinique mobile et qui permet à nos partenaires opérationnels médicaux de participer à plusieurs activités. Donc on a l'éducation sanitaire des populations, le dépistage, la prise en charge et aussi la partie formation, éducation et la partie recherche. Et pour les partenaires médicaux, c'est une aubaine. Il s'agit de déplacer des spécialistes dans ces populations pour pouvoir identifier déjà des maladies cardiovasculaires, identifier aussi ce que nous appelons des facteurs de risque cardiovasculaire. Ce sont ces facteurs de risque cardiovasculaire qui vont être à l'origine de la survenue de ces maladies cardiovasculaires. Au premier rang desquels il y a l'hypertension artérielle. Donc il s'agit d'aller dépister l'hypertension artérielle chez les patients parce qu'on sait que ceux qui ont l'hypertension artérielle vont présenter des complications, notamment présenter des accidents vasculaires cérébraux, présenter de l'insuffisance cardiaque, présenter des crises cardiaques, présenter des insuffisances rénales. Donc ce programme pourra également identifier les enfants qui ont les cardiopathies congénitales et ramener tous ces patients qu'on aura dépistés vers l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour les prendre en charge. Après la phase pilote qui a concerné 4 régions, une deuxième clinique mobile est en route. À ce jour, The Heart Mobile enregistre 3303 km parcourus à travers le pays, 11 campagnes de dépistage menées, 3641 consultations offertes, 98 personnels de santé formés et 9 patients en attente d'être opérés. Crise sanitaire, quels enjeux pour les populations et les systèmes de santé? C'est le thème du 2e congrès de santé publique qui s'est tenu récemment à l'INSP, l'Institut national de santé publique, un congrès qui visait à créer donc un cadre d'échange scientifique et au cours duquel les professionnels de la santé publique ont pu restituer les travaux de recherche entrepris pendant la période de la crise de Covid-19. Sephora Zegui. Face à la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, l'Institut national de santé publique et ses acteurs se sont investis dans plusieurs activités de recherche et de formation. À l'ouverture donc de son 2e congrès de santé publique, les acteurs viennent présenter les résultats. Il était important pour nous en tant qu'acteurs de la santé de faire le point sur tout ce qui a été fait en matière de recherche sur ces urgences de santé publique, qui constituent vraiment une véritable menace en termes de développement du système sanitaire et une véritable menace sur la santé de nos populations. Donc il y a eu des recherches qui ont été effectuées et il était bon qu'au cours d'un congrès, l'ensemble des partenaires, avec à leur tête bien sûr les chercheurs, puissent partager les résultats de ces recherches-là en vue de dégager des recommandations que le ministère pourrait prendre à son compte pour la lutte contre ces urgences de santé publique. Crise sanitaire, quel enjeu pour les populations et les systèmes de santé? Une préoccupation qui cadre bien avec les actions entreprises par le gouvernement pour venir à bout de cette pandémie. Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les résultats issus de ces assises serviront dans la mise en œuvre des politiques du gouvernement en matière de santé publique. On voit bien qu'au centre de la question se trouve la population, la santé de la population, avec un coup de pouce donné au ministère en charge de la santé pour l'aider
à la prise de décision. Ce congrès est le deuxième du genre initié par l'Institut national de santé publique. Il est instauré tous les 2 ans pour valoriser les recherches et les réalisations accomplies dans le domaine de la santé publique en Côte d'Ivoire. On va maintenant faire un tour à Bouaké, dans la capitale de Bouaké. L'université Alassane Ouattara a abrité récemment un congrès, le 4e congrès du CECI, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ordre du jour, le bien-être des élèves et étudiants pour la pacification de l'espace universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur a tenu à être présent à ce congrès. Yolande Swanga, Kader Sorodogo, RTI Bouaké. Université Alassane Ouattara, 4e congrès du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CECI. Thème, le rôle des mouvements scolaires et étudiants dans la renaissance de l'école ivoirienne. Ce 4e congrès, dont l'axe majeur est le renouvellement des instances du bureau, voit le secrétaire général sortant transmettre le flambeau à un nouvel entrant. Le CECI, on l'a dit, est à son premier vrai congrès de passation de pouvoir. Et généralement, vous savez, chez nous, ça s'est fait avec beaucoup de turbulences. Mais pour une fois, on a assisté pour une structure qui aborde la maturité. Cela s'est fait dans le calme et cela s'est fait dans la transparence. Et cela s'est fait même autour d'un consensus pour dire que cette maturité est une réalité. Le camarade secrétaire général a travaillé. Il a travaillé en collaboration avec toutes les autorités estudiantiles et scolaires pour l'apaisement, pour la pacification des espaces universitaires dans un contexte de paix nationale. Et c'est dans cette même lancée que nous, comme un responsable président, nous allons continuer. Nous allons travailler à améliorer les acquis du comité des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, à mieux lutter aussi pour les élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Ce 4e congrès enregistre la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Son message est clair. Tous les étudiants doivent contribuer à la pacification de l'espace universitaire. Il faut que nos jeunes frères, nos enfants étudiants, qui sachent que l'État fait beaucoup pour le système éducatif et que l'État seul ne peut pas tout faire. Lorsqu'ils font des revendications, il faut qu'ils en tiennent compte. Créé en 2004, le CECI œuvre pour la défense et l'intérêt des élèves et des étudiants. Le CECI est présent dans toutes les écoles, les universités et grandes écoles du pays. Dans la Nawa, c'est sûr, on se bat également pour le bien-être des élèves. Par exemple, pour cette année scolaire 2021-2022, le Conseil régional vient d'offrir plus d'1 millier de tables-bancs aux établissements scolaires de la région. Le témoignage de Sam Conan, notre correspondant. Ce sont au total 1020 tables-bancs que le Conseil régional de la Nawa met à la disposition des écoles primaires et secondaires de la région, afin de lutter contre les sureffectifs dans les salles de classe. Le manque de bancs est très criard dans la circonscription et aujourd'hui 1020 tables bancs nous fait vraiment plaisir. La Nawa est une zone cacaoyère où le gouvernement mène une lutte contre le travail des enfants. Pour ce parent d'élèves, ces tables bancs vont permettre aux enfants d'être dans de meilleures conditions à l'école. Je remercie le ministre d'avoir fait ce don pour l'avenir de nos enfants parce que le gouvernement actuel dit que on n'a qu'à amener les enfants à l'école. La place de l'enfant, c'est à l'école. Donc, si l'enfant n'a pas un siège pour s'asseoir, c'est pas bon. Le conseil régional entend poursuivre ses actions pour le bien-être de l'école dans la Nawa. Nous avons évalué déjà en 2013 tous les besoins de notre région dans toutes les matières, notamment dans l'éducation nationale. Donc nous savons quels sont les nombres d'écoles, de classes que nous devons pourvoir, mais il faut dire que nous venons en appui au gouvernement. Près de 1000 autres tables bancs sont prévues dans les jours à venir pour le bonheur des élèves de la région. Lui est cadre de sa région, cadre de Biankouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Face aux difficultés que rencontre l'école chez lui, Mamadou Deli n'est pas resté insensible. Il vient d'offrir une quantité importante de matériel didactique à quelques établissements scolaires. C'est F. Boué qui était sur place pour RTI. Biankouma, groupe scolaire Vesoul. 3 écoles, près de 1200 élèves et des difficultés. Il faut un bâtiment de 3 classes, plus le bureau, voilà, pour l'EPB Vesoul 3. Bon, les guides maîtres que nous avons sont dépassés. Voilà, et puis nous avons besoin de présentoirs au CP, CP1 et CP2.
Un peu plus loin, au lycée moderne Général Robert Guéhi, des soucis similaires. Un manque sérieux d'enseignants. Les matières où il y a problème, mathématiques et puis allemand. Et nous n'avons plus de laboratoire parce que nous utilisons les laboratoires comme des salles de classe ordinaires. La clôture existe, mais elle est très perméable. Matériel didactique, il y a des soucis. Des problèmes qui font réagir certains cadres des Biancouma. Deli Mamadou, directeur du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1, avait déjà offert 50 tables-bancs au lycée. Aujourd'hui, il met 4 mallettes pédagogiques à la disposition des établissements primaires et secondaires de Biancouma. En tant que fils de Biancouma, nous avons jugé nécessaire et bon de venir apporter ces dons de mallettes pédagogiques qui ne sont rien d'autre que des outils didactiques dont les enseignants ont besoin pour un meilleur rendement. C'est un ensemble d'outils pédagogiques qui s'adresse aussi bien aux enseignants du secondaire qu'à ceux du préscolaire et du primaire. Tout en saluant ce geste, les acteurs du système éducatif lancent un appel. Nous ne pouvons que dire merci aux donateurs et prier Dieu pour que d'autres fils de Biancouma, d'autres cadres de Biancouma emboîtent le pas. Les bénéficiaires, quant à eux, promettent faire un bon usage de ce matériel didactique. C'est un reportage signé Eve Boué, notre correspondante à Mans. Eve Boué est ce qu'on appelle un JRI, un journaliste reporter d'images. À elle toute seule, elle est journaliste, cadreur et monteur vidéo. Si vous souhaitez être multitâche comme elle et comme une dizaine d'autres journalistes ici à la RTI, alors c'est à l'ISTC qu'il faut vous rendre. L'ISTC Polytechnique qui vient de lancer la formation en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel de France. C'est une formation qui va durer 100 jours. Kanyala Clarisse, Didier Nguessan, Ibrahim Touré, reportage. Un partenariat entre l'ISTC Polytechnique d'Abidjan et l'Institut national de l'audiovisuel de Paris pour former les journalistes reporters d'images. En journalisme, le JRI regroupe 3 spécialités primordiales, le cadrage, la rédaction et le montage. C'est une formation qui est tournée vers la pratique, c'est-à-dire que dès les premiers jours, les stagiaires seront confrontés à la création de contenu avec les outils. Alors, il y a eu des investissements qui ont été faits, notamment par le Hub franco-ivoirien, pour acheter du matériel tout neuf. Donc ça veut dire que tous les apprenants auront du matériel pour réaliser des images, pour monter, pour faire de l'enregistrement, pour faire leur travail déjà de journaliste. À la fin de formation, vont dans les rédactions, ce qui va leur mettre le pied à l'étrier ensuite pour trouver du travail. Des critères de sélection ont été établis pour cette première édition. Il y a des spécialités. Il y en a qui choisissent de faire de l'agence, il y en a qui choisissent de faire du journalisme presque tout court, et puis il y en a qui choisissent de s'investir dans le JRI, journalisme reporter d'image. Ceux-là, ils sont prioritaires, puisqu'il y a la volonté en eux de pouvoir faire ce métier dans leur carrière. Donc ceux-là sont les premiers que nous retenons pour pouvoir bénéficier de cette formation au même titre que des professionnels qui arrivent des rédactions et qui voudraient aussi renforcer leurs capacités. Cette formation d'une durée de 100 jours va s'étendre du 22 novembre 2021 au 1er mars 2022 dans les locaux de l'ISTC Polytechnique avec des formateurs de l'INA de Paris. Allons-y maintenant au Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan, c'est ici à Cocody et c'est là que s'est tenu le panel entre le service public et les FinTech. Une rencontre qui a réuni les personnalités et les entreprises les plus innovantes d'Afrique. Cela dans le but d'accompagner l'administration en trouvant des solutions concrètes pour faciliter la digitalisation des services publics. Astou Touré nous explique tout ça. Améliorer l'administration et digitaliser le service public. Un nouveau défi pour les fintechs ivoiriens. Ces dernières années, l'innovation technologique a permis des avancées majeures dans les services financiers, en particulier les paiements. L'apparition de ces nouveaux acteurs non bancaires dans le secteur financier grâce à l'essor de la technologie numérique a largement transformé le paysage économique et financier.
permettant à des millions de personnes d'être incluses financièrement et créer des opportunités pour les consommateurs, les prestataires de services et les États. Pour les fintechs ivoiriens, ces nouvelles solutions de digitalisation des services publics permettront de rapprocher davantage la population des institutions et améliorer son fonctionnement. C'est une solution qui permet à l'État de pouvoir mettre à la disposition de la population ivoirienne partout dans le monde entier une solution qui permettra à tous les Ivoiriens, qu'ils soient au pays ou bien à l'international, de pouvoir payer et accéder aux services publics. En s'appuyant sur l'essor de la téléphonie mobile, les solutions proposées prennent la forme d'applications modifiant le rapport des populations aux institutions étatiques. C'est un moment d'échange qui vient à point nommé pour le service public. Aujourd'hui, la digitalisation s'impose à nous et il ne faudrait pas attendre donc, pour être surpris. Et donc il faut déjà, entre acteurs experts du domaine, créer de telles synergies pour voir les mesures qui vont nous permettre de satisfaire nos concitoyens. Il faut permettre à l'usager, quel que soit l'endroit où il se trouve en Côte d'Ivoire, de pouvoir utiliser les services publics de façon la plus simple possible et au coût le plus bas possible. Rappelons que le 21 avril a été la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Reportage de Astou Touré d'Agnogo. Ils sont travailleurs, assidus, ponctuels et dévoués. Ce sont quelques agents de la mairie de Port-Bouët. Ils viennent d'être honorés, distingués par le premier magistrat de la commune qui entend ainsi promouvoir l'excellence et le mérite. Le témoignage de Patricia Omoïtia. Célébration de l'excellence et du mérite des agents qui œuvrent au développement de la commune de Port-Bouët. Au total, 13 prix ont été décernés, dont le super prix du meilleur agent. Je demande à tous mes collaborateurs, à tous ceux avec qui je travaille, à tous les agents de la mairie, de redoubler d'efforts dans le travail. Véritablement, à force de se donner, à force de s'exercer, ça paye pour finir. C'est surtout d'abord d'avoir une très bonne formation sur les pratiques d'état civil et ensuite la rigueur. Le prix spécial du leadership a été décerné au maire de la commune. Le plus dur commence, il va falloir garder le cap. Pour garder le cap, il faut des hommes bien formés, il faut créer des illuminations, il faut encourager dans notre démarche, nous assurons le renforcement des capacités des agents et le renforcement bien entendu de leurs conditions de travail. Toujours selon le député maire de Port-Bouët, Dr Emou Sylvestre, cette cérémonie vise à mettre en valeur les agents de la mairie et des personnes physiques et morales de bonne volonté qui œuvrent à l'amélioration des services de la mairie de Port-Bouët. Aussi, le premier magistrat de la commune a prié les lauréats à demeurer des modèles tout en leur demandant de persévérer dans l'effort. Le colonel-major Touré Seydou, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a également encouragé les lauréats à toujours mieux faire dans l'exercice de leurs fonctions. La première édition du prix d'excellence de la mairie de Port-Bouët s'est achevée sur une note de gaieté. On le croyait mort et enterré. Mais tel un phénix, le théâtre ivoirien renaît de ses cendres. C'est en tout cas le rêve caressé par les professionnels du secteur, tous unis et pleins de bonne volonté. Ils ont commencé par remettre sur pied la Fédération nationale de théâtre. On en sait plus avec Issaïo. Le théâtre est au poids mort en Côte d'Ivoire. Les acteurs sont à pied d'œuvre pour son redécollage. Cela passe par une solide organisation du milieu. C'est pourquoi les professionnels du secteur remettent en selle la Fédération nationale des théâtres, FENAT. Le nouveau président investi prévoit une thérapie de choc pour sauver un art jadis prisé par le public ivoirien. Le programme que nous avons proposé se pose sur 4 piliers. Les mémoires, la valorisation des mémoires, qui appelle la mise en réseau des connaissances, la formation de qualité qui donne naissance à des créations de qualité afin maintenant, 4e point, de s'ouvrir sur le monde. Quand les piliers sont solides, que la maison est bâtie, repose sur des piliers solides, des générations passeront, ne feront qu'améliorer ce qui a été fait. Les acteurs sont conscients que la tâche n'est pas du tout aisée. Ils demandent pour ce faire l'implication de tous. La structuration des acteurs culturels est pour beaucoup dans la crise du théâtre en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui,
des cadres de concertation sont en train de se créer. C'est une très bonne chose parce que justement, pour mieux construire, il faut d'abord tracer le plan. Je suis tellement contente qu'aujourd'hui, qu'il y ait un président élu à la tête de la Fédération du théâtre ivoirien. Il y a un travail qui va se faire. Un voyage artistique à travers plusieurs prestations d'artistes a marqué cette manifestation consacrée au réveil du théâtre en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle attaque contre des civils qui a eu lieu vendredi dans le centre du Mali. Des hommes armés, des djihadistes présumés, ont mitraillé un bus et tiré sur les passagers. L'attaque est survenue près de la localité de Bandiagara, dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Au moins 30 civils ont été tués. Il n'y a pas de revendication pour le moment, mais de sources concordantes, les assaillants seraient des fidèles du prédicateur radical Amadou Kroufa, allié à Liad Argali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. 3 jours de deuil national ont été décrétés suite à cette attaque. On change de page. C'est l'heure du Dimanche Magazine. Notre invité nous a rejoint. C'est Amadou Koné, le directeur de cabinet du ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Et avec lui, on va parler lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Bienvenue, Monsieur Koné. Suivons ensemble ce reportage et on se retrouve juste après. Merci, Monsieur Diab. Le vent des audits dans les établissements publics tourne la page des intouchables en faisant tomber de nombreuses têtes et non des moindres. Des directeurs généraux d'entreprises publiques sont suspendus ou croupissent à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA. Le racket, lui, a envoyé de nombreux éléments des forces de défense et de sécurité derrière les barreaux. Autant dire que la machine de la répression de la corruption et infractions assimilées, mises en branle par le gouvernement et pilotées par Zoro Epifane Balo, est en marche, sans gêner les campagnes de prévention de ces infractions et de promotion de la bonne gouvernance sur fond de communication et de formation. Même si les efforts de promotion de la bonne gouvernance déployés par le ministère en charge de la lutte contre la corruption bénéficient d'un écho favorable dans l'opinion publique et auprès des opérateurs économiques, jusqu'où ira le gouvernement dans son combat contre la corruption, se demandent encore de nombreux Ivoiriens. Monsieur le directeur de cabinet, la corruption en Côte d'Ivoire, c'est le sujet d'actualité par excellence et ça ne nous honore pas. Mais déjà, définissez-nous. La corruption, qu'est-ce que c'est? Comment vous la définissez? Merci, Monsieur Diaby, de nous avoir cet après-midi. La corruption a plusieurs définitions. Mais si nous voulons prendre le sens strict, la corruption, c'est le fait pour une personne investie d'une fonction, qu'elle soit privée ou publique, de solliciter ou d'accepter des dons ou des avantages quelconques afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir des actes qui rentrent dans cette fonction-là donnée. Donc, la corruption, c'est de prendre quelque chose pour faire ce qu'on ne devait pas faire ou bien pour ne pas faire ce qu'on devait faire. Et on peut dire tout court, corruption, ça peut s'assimiler au vol? Oui, dans un certain langage, on pourrait le dire. En administration, on dit la corruption. Malversation. Malversation. D'accord. En Côte d'Ivoire, il se trouve que c'est un problème sérieux. Un grand problème. C'est pourquoi, d'ailleurs, le chef de l'État, dans son adresse en décembre dernier, a dit faire de la promotion de la bonne gouvernance une de ses priorités dans le gouvernement qu'il entendait mettre en place. Le paysage institutionnel de la Côte d'Ivoire a évolué depuis. Et puis, le chef de l'État a bien voulu mettre en place notre ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur de cabinet? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que c'est cela la norme. Si tu as un poste aujourd'hui, que tu ne fais pas de détournement, alors c'est plutôt toi qui as un problème. Oui, vous savez, la question de la corruption, c'est une question de perception. C'est ce que la plupart des Ivoiriens pensent. On pense que quand on est nommé à un poste, on doit plutôt voir les privilèges liés à ce poste-là. On doit voir ce qu'on peut faire comme malversation, malheureusement, par rapport à ce poste, alors que ça devait être le contraire. C'était le challenge lié à relever le défi, parce que c'est un défi, un poste qu'on vous donne, et comment est-ce qu'améliorer le quotidien des Ivoiriens, qui devait être la priorité. C'est ce que le président nous demande de faire de cela notre combat. Et le ministère est engagé avec les autres institutions en charge de cette question-là,
de lutter efficacement et éradiquer la corruption en Côte d'Ivoire. Et malgré tout, on est 113e sur 139. On est même 104e sur l'indice de perception de transparence sur 180 pays et territoires. Ce n'est pas bon pour nous, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits. Parce qu'en 2012, on était 130e. Aujourd'hui, on est 104e. On dit qu'il y a des progrès qui sont faits. Et progressivement, ce que la Côte d'Ivoire veut, c'est d'être parmi les meilleurs. Aujourd'hui, pendant la décennie, je pense que la Côte d'Ivoire l'a démontré au monde entier que nous sommes un des meilleurs en termes de croissance macroéconomique. Le président nous l'a fortement recommandé. Il faut que ce soit notre objectif, devenir un des meilleurs en termes de bonne gouvernance. Et je pense que le gouvernement est en train de travailler là-dessus. En attendant, on perd entre 1000 et 1300 milliards tous les ans. Bien sûr, la corruption, avec les indices que nous avons, coûte à la Côte d'Ivoire environ un peu plus de 1300 milliards de nos francs chaque année. C'est 4% de notre PIB, mais mieux, c'est 4 fois l'aide au développement. Donc, il faut faire quelque chose. Ça veut dire qu'on pouvait se passer de l'aide au développement si la Côte d'Ivoire arrivait à maîtriser cette gangrène-là qui tue l'économie, qui tue nos sociétés. C'est tellement grave, monsieur le directeur de cabinet. Le mal est profond, si profond. Mais quand des centaines de milliards sont comme ça engloutis par quelques individus sous nos yeux, sous vos yeux, on a envie de se demander, est-ce que vous faites véritablement ce pourquoi vous êtes là ? Ah oui, vous savez que le ministère a été mis en place, comme j'ai dit, pour améliorer déjà le paysage institutionnel qui existait, qui a commencé une certaine transformation depuis 2002, depuis même 1999 avec le secrétariat. En 2013, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies. La HABG a été mise en place. Récemment, on a créé... La HABG, Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Le pôle pénal économique a été créé récemment. Notre ministère a été mis en place pour montrer la détermination du chef de l'État à lutter contre ce fléau-là. Je pense que nous avons commencé à développer des plans stratégiques. Nous avons besoin de la participation citoyenne parce que ce n'est ni le chef de l'État, ni le gouvernement à lui seul qui va arriver à éradiquer la corruption en Côte d'Ivoire, mais c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui doivent en faire une priorité. C'est les Ivoiriens qui doivent accepter de dénoncer leurs frères et leurs sœurs qui sont tous les jours devant eux, coupables de ces actes d'infraction-là, pour dire que ça suffit, pour dire qu'ils détruisent l'économie, ils détruisent le pays et qu'ensemble, on peut mieux faire. La Côte d'Ivoire peut aller très loin. Vous avez cité beaucoup d'institutions, notamment la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Il y a aussi la Cour des comptes, il y a l'Inspection Générale du Travail, il y a le ministère de la Bonne Gouvernance. Ça fait beaucoup, mais les milliards continuent de s'envoler. Ah oui, mais comme je vous l'ai dit, il y a des efforts qui sont faits maintenant. Vous allez voir que la courbe va commencer à changer. Nous avons gagné 7 points depuis 2012. Je pense que la courbe, l'année prochaine, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bons qui vont se faire. Il y a très peu de temps, on voyait des hauts dirigeants comme ça être inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions. Ça a commencé. Un des axes stratégiques du ministère, exactement, c'est ça, c'est de créer ce climat de stress-là pour dire aux gens en Côte d'Ivoire, maintenant ça va quelque part et que l'État vous regarde. Si vous êtes auteur de malversation, qui que vous soyez inquiets parce que nous venons vers vous. Il ne faut pas aussi que le climat de stress, le climat de peur puisse empiéter sur le travail, la qualité du travail de nos fonctionnaires, de nos directeurs généraux et tout. Maintenant, est-ce que le terrain n'est pas favorable? Je fais et puis il n'y a rien. L'impunité. Tout à fait. En fait, le terrain était favorable parce que, comme je le dis, nous-mêmes, Ivoiriens, on était un peu courtois vis-à-vis des corrompus. Nous-mêmes, on était acteurs de corruption. Quand il y a un concours, on cherche à voir un de nos leaders régionaux pour voir comment est-ce qu'on peut nous aider. Quand il y a une activité, quand il y a une situation, on veut une intervention. Donc, notre sociologie était un peu liée à ça. La Côte d'Ivoire a pris la loi des cadeaux dans la Convention, dans l'ordonnance 2013, à l'article 57, que la plupart des gens ne savent même pas que ça existe. Cadeaux d'incitation. Les cadeaux d'incitation, parce que moi je suis maire, vous allez quelque part, on vous donne une chèvre, est-ce que c'est logique pour vous inciter à construire leur école, pour vous motiver? Normalement, c'est des formes de corruption, donc il faut que... Qui est chargé de contrôler ça, de surveiller, d'empêcher par exemple un élu local de prendre une chèvre parce qu'on voudrait qu'il construise la population. C'est pourquoi je demande la participation de la population. Le gouvernement est en train de développer une plateforme. Le Premier ministre, dans son adresse la semaine dernière, en a parlé.
Spartia qui va être disponible à la population de contribuer à dénoncer les actes de corruption partout en Côte d'Ivoire. Vous avez donc accès, ce sera publié bientôt, ou partout, et avec un numéro vert qui sera disponible également, où les Ivoiriens peuvent nous contacter la haute autorité, contacter l'État, contacter vos autorités locales, pour que ensemble on s'y mette à vraiment combattre ce fléau-là. Vous en parlez, Spartia, c'est cette plateforme donc, que vous allez mettre en œuvre pour la participation citoyenne, que le citoyen lui-même puisse dénoncer tous ceux qui commettent des actes de corruption et tout. Le numéro vert, vous l'avez déjà? Ah oui, le numéro vert, c'est 1345. J'allais laisser la primeur à qui de droit de donner ça. Je pense que lors de la journée internationale de la lutte contre la corruption, qui sera organisée par le gouvernement, ces informations-là seront données en détail. D'accord. La facilité aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le propre de l'Ivoirien un peu, qui est un peu enclin à cette facilité? J'aime dire aux gens, nous les Ivoiriens, nous sommes capables de surprendre les gens positivement. Parce que quand nous sommes sortis de la crise, la priorité des gens, même des plus grands stratèges, c'était que la Côte d'Ivoire se concentre sur ses aspects de sécurité, sur ses aspects de stabilité. Le président, à son temps, avait eu une vision plus loin pour dire non, il va promettre l'émergence, travaillons plutôt à l'émergence. Les gens pensaient que c'était une utopie. 10 ans après, nous avons été cités comme un des meilleurs élèves en termes de croissance macroéconomique au monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la référence. La Côte d'Ivoire est capable de surprendre les gens, les Ivoiriens sont capables de surprendre. Il suffit que la volonté, et là encore je me réjouis parce que un des ingrédients essentiels de la réussite donc de la lutte contre la corruption, c'est la volonté politique. Et elle a affirmé au plus haut niveau. Le chef de l'État qui nous dit « Allez-y, vous avez mon soutien, allez-y ». Le Premier ministre qui dit « Allez-y, vous avez mon soutien ». Je pense que rien ne devait arrêter les Ivoiriens d'y arriver. Ils doivent surprendre le monde maintenant en baissant considérablement la corruption. Ça va se faire, sinon les conséquences vont suivre. Qui vole, monsieur le directeur de cabinet? Qui est corrompu? Qui corrompt? Tout le monde est susceptible d'être corrompu. Et tout le monde peut corrompre. Ça, c'est la norme. Aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens comprennent que quand on va passer un concours, qu'on prenne des dispositions pour réussir à ce concours-là, plutôt que de compter sur quelqu'un pour nous accompagner. Parce que le concours, à la fin du concours, vous serez responsable de l'administration publique. Vous serez responsable de la mise en œuvre des plans stratégiques. Comment quelqu'un qui n'est pas bien formé pourra conduire donc la destinée, même à ce point stratégique-là, même à ce petit point sectoriel de la Côte d'Ivoire sur certains sujets. Donc c'est très grave. C'est pourquoi nous avons mis les opérations coup de poing, c'est-à-dire c'est des opérations de surveillance. Aujourd'hui, le ministère envoie des candidats pour voir est-ce que ce que les Ivoiriens disent c'est vrai. S'il y a des concours, croyez-moi, le ministère envoie des candidats pour essayer de comprendre les réseaux mafieux qui existent. S'il y a nous sommes dans le domaine de la santé, nous sommes dans le domaine des autres domaines, tous les autres domaines vulnérables, pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et vous avez des agents qui sont malades, qui intègrent les centres de santé. Les centres de santé, pour voir, quelqu'un est venu me dire, ça commence à s'améliorer dans tel ou tel coin. J'ai dit oui, le gouvernement va continuer d'accentuer la pression. Le Premier ministre y tient, le président nous soutient. Je pense que rien ne va nous arrêter. Et quand vous découvrez par exemple des malversations, votre ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il en parle tout de suite à son collègue, il appelle la presse pour en parler, ou bien il prend tout de suite ses décisions? Non, le ministre en parle à sa hiérarchie. Ça dépendra des cas. Parce qu'il y a des cas qui peuvent concerner peut-être, je dis n'importe quoi, ses collègues. Alors ce ne serait pas sciant d'aller parler à ce collègue-là qui, sinon, ne se sentira jamais inquiété tant que l'information va lui revenir. Le ministre se réfère à sa hiérarchie et je pense que des décisions sont prises à ce niveau. D'accord. Donc, vous contrôlez aussi les ministères, pas que les directeurs généraux. En fait, on contrôle les citoyens de Côte d'Ivoire. Si vous êtes citoyen de Côte d'Ivoire, si vous êtes en charge du bien commun, si vous êtes en charge de la gestion du bien public, oui, l'État de Côte d'Ivoire vous contrôle parce que ce que vous avez comme bien devait servir à tout le monde et non se servir. Jusqu'à la présidence de la République. Vous savez, le président de la République serait heureux de savoir ses collaborateurs peut-être qui seraient impliqués dans ces cas de malversation. Je suis sûr que lui-même, qui est le porteur de la vision, va nous féliciter si un jour on venait lui dire que tel ou tel collaborateur de la présidence était impliqué dans ces cas-là. Et nous a dit d'aller le plus loin possible. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un soit mis à l'écart. On a lu quelque part récemment que vous jetez les magistrats en pâture. Oh, bon, je ne peux pas faire de commentaires de ce genre-là, je ne suis pas magistrat. Écoutez, le ministère travaille. Nous avons aujourd'hui
des résultats qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. Nous avons énuméré les secteurs sensibles. La justice fait partie des secteurs sensibles. Nous sommes 120e, par exemple. Sur des classements, par exemple. Sur 139. Bon, donc c'est dire qu'il faut reconnaître déjà... Il n'y a pas de justice ici, dans ce pays. On ne dit pas qu'il n'y a pas de justice, on dit qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans tous les domaines. Donc, si la justice doit être améliorée dans certains domaines, on ne dit pas que toute la justice est corrompue, on ne dit pas que tous les juges... C'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de secteurs qu'il faut améliorer et ça, c'est la perception des Ivoiriens, c'est la pensée des Ivoiriens. Et je pense que nous, le gouvernement, ensemble, nous devons plutôt y travailler. L'inspecteur général a remis son rapport au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il contient, ce document? Je ne sais pas. L'inspection générale... Vous, le ministère de la bonne gouvernance. Je vous le dis, l'inspection générale est une administration de la présidence, donne exclusivement ses rapports au chef de l'État qui décide d'en faire ce qu'il veut. Vous savez, un document peut contenir tout ce qu'on y a écrit. Le chef de l'État, je sais, est déterminé dans la lutte contre la corruption. C'est le porteur de la vision. Il décidera au moment opportun d'en faire ce qu'il faut. Et je pense que de confier peut-être certains pans à certaines personnes. Alors, ces audits dont on entend parler depuis quelque temps, dites-nous en quelques mots. Les audits, qui a volé quoi? Écoutez, on ne fait pas les audits pour faire des chiffres. Il y a les audits de financiers et comptables. Mais sur les réseaux sociaux, il y a des chiffres qui courent, il y a des noms qui courent. Dites-nous ici, les Ivoiriens veulent savoir. Je vous le dis clairement, le ministère du Budget est très souvent à l'initiative des audits financiers et comptables. Nous, au ministère de la Bonne Gouvernance, nous faisons les audits de conformité et les audits de bonne gouvernance pour expliquer et justifier ce que le ministère du Budget a découvert dans les audits comptables. On nous dit, par exemple, X montant a été détourné. On dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas tel ou tel dispositif. Et à la fin de nos audits, ce que nous envisageons et ce que nous faisons, c'est de mettre en place des dispositifs pour éviter la répétition de la survenue de l'erreur. Parce que sinon, si vous enlevez M. Diaby, que vous mettez M. Koné, il vient avec l'intention de faire comme M. Diaby s'il n'y a pas un cadre qui m'empêche de le faire. Donc, le ministère a développé donc, les dispositifs que nous mettons en place pour que, même quand j'ai la volonté de faire comme M. Diaby, ces dispositifs-là m'empêchent de le faire. D'accord. Vous avez démis certains directeurs généraux de leurs fonctions et tout. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste de ne s'en prendre qu'à eux seulement, alors qu'il y a des organes qui étaient chargés de les contrôler, qui donc doivent aussi être comptables de tout ce qui a pu se passer? Et écoutez, lors de la journée internationale de la lutte contre la corruption, nous avons le 8 un atelier pour les présidents du conseil d'administration, pour leur parler par exemple de leurs responsabilités. Conseil d'administration, conseil de gestion. Vous êtes en charge de valider les bilans des directeurs généraux. Donc, vous êtes tout aussi comptable à un certain niveau de la gestion de ces directeurs généraux. Donc, il y a, lors de la journée internationale, une conférence inaugurale prononcée par le ministre du Budget lui-même sur la responsabilité au niveau des marchés publics et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il n'y a pas que des directeurs généraux, croyez-moi. Les ministres, par exemple, si mon directeur général, je suis la tutelle, il est pris la main dans le sac, alors je suis concerné en tant que son ministre. Vous savez, les responsabilités seront situées de part et d'autre. Comme je dis, nous faisons des notes au président de la République qui, peut-être au moment donné, qui à un certain niveau, donne certaines orientations claires, donne certaines directions claires, mais pour dire que personne n'est à l'abri de quelques sanctions que ce soit. Il y a aussi la question de la récupération de tous les deniers publics qui ont été volés. Oui, il faut qu'à un moment donné, je pense qu'au niveau du ministère, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Il faut qu'on ait une loi et surtout un mécanisme qui nous permette de récupérer les biens qui ont été détournés lors de ces corruptions-là pour permettre surtout de développer plus de mécanismes de lutter contre la corruption. Comme on aime le dire, pour ne pas que la corruption paye, il faut que la lutte paye. Et vous vous préparez à célébrer justement la journée internationale de lutte contre la corruption, c'est jeudi prochain. Tout à fait. Le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété, donc le 9 décembre, journée internationale de la lutte contre la corruption. Donc la Côte d'Ivoire, comme toutes les autres grandes nations, va célébrer donc cette journée-là, le 9. Mais comme je dis, déjà le 8, il y a l'atelier pour la formation des administrateurs des États, des établissements publics. Le 9, il y a la cérémonie solennelle présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre lui-même. Et puis, il y a un panel de haut niveau qui va se faire ce jour-là. Le 10, on aura un jeu concours avec les étudiants pour voir quels sont les projets de lutte contre la corruption qu'ils pourraient développer. Merci.
Merci. Monsieur Koné, Amadou Koné, directeur de cabinet au ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption. Merci encore d'être venu nous parler des acquis et vos perspectives dans cette lutte contre la corruption dans laquelle le gouvernement est engagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. J'ai été ravi d'être chez vous ce dimanche. Si vous me le permettez, je reviens encore mercredi. L'heure reste inchangée, c'est 13h. Merci.